Trois figures à première vue éloignées mais en réalité étroitement liées aux sphères du pouvoir se retrouvent au cœur d'une affaire troublante, le fils de la présidente de la Cour constitutionnelle, un parent par alliance du cercle familial de Madame Tebboune, épouse du chef de l'État, ainsi qu'un haut conseiller influent du palais d'El Mouradia. Véritable centre névralgique de la présidence algérienne, chacun ayant contribué à sa manière à alimenter ce qui s'impose aujourd'hui comme l'un des scandales les plus obscurs et dérangeants de ces dernières années, à savoir l'affaire sulfureuse de la mafia des cigarettes. Et dans cet épisode, nous vous plongeons au cœur d'un récit stupéfiant où se croisent manipulation, grossière fortune suspecte et jeu d'influence douteux, une histoire dans laquelle Madame Tebboune et ses proches se retrouvent entraînés malgré eux, pris dans un engrenage opaque dominé par la cupidité. Les arrangements en coulisses et les alliances troubles entre milieux d'affaires mafieux et cercles politiques solidement ancrés au sommet de l'État. Souvenez-vous, en octobre 2025, nous avions déjà attiré votre attention à travers 2 épisodes consacrés à l'implication d'un individu proche du clan Tebboune dans ce que l'on appelle désormais le scandale de la mafia des cigarettes. Le premier datant du 18 octobre portait un titre sans détour évoquant l'implication supposée d'un membre par alliance de la famille présidentielle. À ce moment-là, nous avancions à tâtons tentant de démêler des informations fragmentaires difficiles à vérifier. Presque insaisissables, nos sources évoquaient un certain Ali Bekari présenté comme un proche par mariage du président Abdelmadjid Tebboune, allant même jusqu'à le décrire comme l'époux d'une parente directe de l'épouse du chef de l'État, un nom qui apparaissait alors en filigrane dans ce dossier explosif à l'origine de l'affaire Nassar, mais de manière presque irréelle, ce même nom semblait disparaître ensuite, des procédures judiciaires comme effacées d'un coup de gomme, au moment même où les autorités lançaient officiellement une enquête, tout en donnant l'impression de vouloir en atténuer la portée quelques jours plus tard, le 20 et 1 octobre 2025, après avoir poursuivi nos vérifications dans un contexte particulièrement opaque, nous avons dû revenir sur certaines affirmations reconnaissant publiquement nos erreurs et présentant nos excuses car nous travaillions dans des conditions extrêmement contraignantes face à un dossier verrouillé, étouffé et étroitement contrôlé à la fois par les services de sécurité et par l'appareil judiciaire. Le 20 et 1 octobre 2025 marque un tournant dans notre enquête car ce jour-là, nous avons enfin pu clarifier un point essentiel. Ali Bekari, homme d'affaires originaire d'Adrar, récemment installé à Alger, apparaît bel et bien dans les rouages du dossier explosif de la mafia des cigarettes, mais contrairement à ce qui avait été avancé initialement, il ne s'agit pas du mari de la sœur de Madame Tebboune. La réalité est un peu plus subtile et tout aussi révélatrice, puisqu'il est en fait lié à la famille par un détour supplémentaire étant le beau-frère du frère de Madame Tebboune. Autrement dit, marié à la sœur de l'épouse de ce dernier, et c'est ce même Ali Bekari qui a réussi à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires pour se positionner comme acteur clé dans la distribution, la revente et le commerce de gros des cigarettes produites par la STM. Cette entreprise algéro-émirati incontournable du secteur du tabac a un accès privilégié qui soulève bien des questions, d'autant plus que son parcours interpelle ancien concessionnaire automobile à Adrar. Il quitte sa région pour s'installer à Alger dans une période qui coïncide étrangement avec l'arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune et l'ascension de son entourage avant de se lancer dans des conditions restées floues et jamais élucidées dans un commerce extrêmement lucratif lié à la STAE. Trois figures à première vue éloignées mais en réalité étroitement liées aux sphères du pouvoir se retrouvent au cœur d'une affaire troublante, le fils de la présidente de la Cour constitutionnelle. Trois figures à première vue éloignées mais en réalité étroitement liées aux sphères du pouvoir se retrouvent au cœur d'une affaire troublante, le fils de la présidente de la Cour constitutionnelle, un parent par alliance du cercle familial de Madame Tebboune, épouse du chef de l'État, ainsi qu'un haut conseiller influent du palais d'El Mouradia. Véritable centre névralgique de la présidence algérienne, chacun ayant contribué à sa manière à alimenter ce qui s'impose aujourd'hui comme l'un des scandales les plus obscurs et dérangeants de ces dernières années, à savoir l'affaire sulfureuse de la mafia des cigarettes. Et dans cet épisode, nous vous plongeons au cœur d'un récit stupéfiant où se croisent manipulation, grossière fortune suspecte
et jeu d'influence douteux, une histoire dans laquelle Madame Tebboune et ses proches se retrouvent entraînés malgré eux, pris dans un engrenage opaque dominé par la cupidité. Les arrangements en coulisses et les alliances troubles entre milieux d'affaires mafieux et cercles politiques solidement ancrés au sommet de l'État. Souvenez-vous, en octobre 2025, nous avions déjà attiré votre attention à travers 2 épisodes consacrés à l'implication d'un individu proche du clan Tebboune dans ce que l'on appelle désormais le scandale de la mafia des cigarettes. Le premier datant du 18 octobre portait un titre sans détour évoquant l'implication supposée d'un membre par alliance de la famille présidentielle. À ce moment-là, nous avancions à tâtons tentant de démêler des informations fragmentaires difficiles à vérifier. Presque insaisissables, nos sources évoquaient un certain Ali Bekari présenté comme un proche par mariage du président Abdelmadjid Tebboune, allant même jusqu'à le décrire comme l'époux d'une parente directe de l'épouse du chef de l'État, un nom qui apparaissait alors en filigrane dans ce dossier explosif à l'origine de l'affaire Nassar. Mais de manière presque irréelle, ce même nom semblait disparaître ensuite, des procédures judiciaires comme effacées d'un coup de gomme, au moment même où les autorités lançaient officiellement une enquête, tout en donnant l'impression de vouloir en atténuer la portée quelques jours plus tard, le 20 et 1 octobre 2025. Après avoir poursuivi nos vérifications dans un contexte particulièrement opaque, nous avons dû revenir sur certaines affirmations reconnaissant publiquement nos erreurs et présentant nos excuses car nous travaillions dans des conditions extrêmement contraignantes face à un dossier verrouillé, étouffé et étroitement contrôlé à la fois par les services de sécurité et par l'appareil judiciaire. Le 20 et 1 octobre 2025 marque un tournant dans notre enquête car ce jour-là, nous avons enfin pu clarifier un point essentiel. Ali Bekari, homme d'affaires originaire d'Adrar, récemment installé à Alger, apparaît bel et bien dans les rouages du dossier explosif de la mafia des cigarettes. Mais contrairement à ce qui avait été avancé initialement, il ne s'agit pas du mari de la sœur de Madame Tebboune. La réalité est un peu plus subtile et tout aussi révélatrice, puisqu'il est en fait lié à la famille par un détour supplémentaire étant le beau-frère du frère de Madame Tebboune. Autrement dit, marié à la sœur de l'épouse de ce dernier, et c'est ce même Ali Bekari qui a réussi à obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires pour se positionner comme acteur clé dans la distribution, la revente et le commerce de gros des cigarettes produites par la STM. Cette entreprise algéro-émirati incontournable du secteur du tabac a un accès privilégié qui soulève bien des questions, d'autant plus que son parcours interpelle ancien concessionnaire automobile à Adrar. Il quitte sa région pour s'installer à Alger dans une période qui coïncide étrangement avec l'arrivée au pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune et l'ascension de son entourage avant de se lancer dans des conditions restées floues et jamais élucidées dans un commerce extrêmement lucratif lié à la STAEM. Un basculement rapide que nous avons suivi de près au fil de nos investigations menées sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et contrairement à certaines rumeurs initiales laissant croire qu'il aurait bénéficié d'une forme de protection. La réalité est tout autre. Ali Bekari a bien été arrêté puis incarcéré à la prison de Koléa, confirmant ainsi que le beau-frère du frère de Madame Tebboune n'a pas échappé à la détention malgré les spéculations qui circulaient auparavant. Autour du dossier explosif de la mafia des cigarettes, un silence quasi total s'est abattu sur l'Algérie, comme si une chape de plomb avait été soigneusement posée. Aucun média n'ose s'y aventurer. Aucune voix ne s'exprime publiquement et du côté officiel, pas la moindre déclaration, pas même une esquisse de commentaire et ce mutisme n'a rien d'anodin. Il s'explique par la présence en toile de fond de figures puissantes installées au sommet même de l'appareil d'État, parmi lesquelles 3 profils clés émergent nettement, à savoir un proche de la famille de Madame Tebboune, un conseiller influent au sein de la présidence ainsi que le fils de la présidente de la Cour constitutionnelle Madame Hasnaoui. Mais derrière ce rideau de silence, notre enquête a permis de reconstituer avec précision le déroulé des faits, d'identifier les acteurs, de comprendre les rôles de chacun et surtout de dévoiler les liens qui ont permis à ce scandale d'éclore car cette affaire n'est pas isolée. Elle s'inscrit directement dans le prolongement du dossier Nassar, un dossier qui s'active véritablement lorsque Nassar est écarté de ses fonctions fin mai 2025, puis ciblé par des procédures judiciaires engagées devant le tribunal militaire de Blida en juillet de la même année avant que son évasion spectaculaire à la mi-septembre ne vienne amplifier l'onde de choc et transformer cette affaire en scandale majeur. Et pour justifier sa chute, il fallait à tout prix constituer contre lui un ensemble de preuves solides, suffisamment accablantes pour permettre à la justice militaire d'agir sans contestation.
Pour justifier son incarcération, il ne suffisait pas de simples soupçons, il fallait bâtir contre lui un dossier solide chargé de preuves irréfutables. Et c'est là que le parcours de Nazarjan prend toute son importance puisqu'il avait été entre 2022 et 2025 l'homme clé du secteur du tabac en Algérie lorsqu'il dirigeait la CASA avant de prendre les rênes de la DGSI, le service de renseignement intérieur, où il supervisait directement les investigations visant la société Last Time, une entreprise qui se retrouvait sous le feu croisé de plusieurs organes sécuritaires, car en parallèle de la DGSI, la DGSN, à travers sa structure spécialisée dans la lutte contre le crime organisé basée à Cheraga, menait elle aussi ses propres enquêtes. Et ce n'était pas un hasard si une telle pression s'exerçait, puisque dès les années 2022 à 2023, le président Abdelmadjid Tebboune avait donné instruction à ses services de passer cette société au crible en recherchant la moindre irrégularité, le plus petit dérapage ou toute faille exploitable pouvant servir à constituer un dossier compromettant avec en ligne de mire un objectif clair, écarter les investisseurs émiratis d'une entreprise particulièrement rentable dont nous avions déjà analysé les performances impressionnantes dans nos précédentes investigations, notamment à travers les chiffres vertigineux révélés par Machine Afrique. Et pour comprendre l'enjeu, il suffit de regarder les montants en jeu Last Time, génère plus de 3 milliards de dollars de revenus, dépasse les 3,2 milliards de ventes et reverse plus de 1,7 milliard en taxes et impôts à l'État algérien. Ce qui en fait une véritable machine à générer des liquidités, l'une des entreprises les plus puissantes du pays, juste derrière Sonatrach. Et même sur le plan des dividendes, les bénéfices redistribués chaque année à son actionnaire public. Le groupe Madar dépasse largement les 110 à 120 millions de dollars, preuve qu'au cœur de cette affaire, ce n'est pas seulement une question de pouvoir, mais surtout une question d'argent colossal. Derrière la chute brutale de Nazar et de Zahir Khalef, se cache en réalité un élément déclencheur inattendu, car si les deux hommes entretenaient des liens étroits, Nazar étant en contact direct avec l'ancien patron de la STAEM, finalement écarté, puis incarcéré en octobre 2025, leur disgrâce ne s'explique pas uniquement par leurs propres agissements, mais par l'irruption d'un troisième acteur clé, celui par qui toute l'affaire a véritablement éclaté, un certain Yacoub Mohamed. Personnage jusque-là discret, mais en réalité central dans les rouages du système proche collaborateur-partenaire, fidèle et ami intime de Zahir Khalef, qui dirigeait la STAEM, cette société algéro-émiratie détenant un quasi-monopole sur la fabrication de nombreuses marques internationales de cigarettes, comme Marlboro LM, ou encore d'autres produits issus de géants mondiaux tels que Philip Morris Japan, Tobacco et Imperial Brands. Et ce Yacoub Mohamed n'était pas un simple figurant puisqu'il contrôlait à travers sa propre entreprise, TPM Yacoub, un marché particulièrement lucratif confié par Khalef lui-même, à savoir la gestion des déchets issus de la production de tabac. Une activité en apparence banale, mais en réalité extrêmement rentable, consistant à collecter, transporter et traiter les résidus industriels générés par une entreprise dominant largement le marché national avec près de 80% de parts, un volume colossal de déchets qui transforme cette activité en véritable mine d'or, faisant de cette sous-traitance un contrat à plusieurs milliards et offrant à Yacoub Mohamed une position stratégique au cœur du système. Et tout ce qui frappe le plus, c'est l'ampleur des richesses accumulées par Yacoub Mohamed grâce à cette activité en apparence secondaire, mais en réalité extrêmement lucrative, car selon nos informations, son ascension financière a été fulgurante avec un patrimoine qui s'étend sur plusieurs villes, des biens immobiliers à Blida et Boufarik, divers commerces, mais aussi un hôtel à Jijel, sa région d'origine, tout comme celle de Zahir Khalef, sans oublier plusieurs entrepôts de grande taille à Blida, ainsi que des résidences haut de gamme allant d'un appartement et d'une villa à Bouzarea jusqu'à une propriété comprenant villa-appartement et même un bungalow à la Madrague. Un portefeuille impressionnant qui témoigne d'un enrichissement rapide et difficile à ignorer. Et ce n'est pas tout, car au-delà de la gestion des déchets tabagiques, il s'est également inséré dans le circuit de distribution en s'associant à des acteurs majeurs du commerce de gros, participant ainsi à la revente de cigarettes issues de la production STAEM, notamment celles fabriquées dans l'usine de Constantine, un positionnement qui lui a permis de manipuler des volumes colossaux puisqu'il aurait été impliqué dans des transactions portant sur près de 2000 caisses de cigarettes à la fois. Et pour bien comprendre l'échelle, une seule caisse correspond à un carton contenant une cinquantaine de cartouches, ce qui représente une valeur unitaire dépassant les 18 millions de centimes,
ce qui signifie que de telles opérations impliquent des sommes astronomiques atteignant plusieurs milliards à chaque transaction, et donc une activité quotidienne nécessitant des investissements de plusieurs dizaines de milliards de centimes, révélant ainsi un niveau d'engagement financier qui dépasse largement celui d'un simple opérateur ordinaire. Tout bascule lorsque Yacoub Mohamed se retrouve dans le viseur des enquêteurs interpellés, puis placé en garde à vue par l'organe central de lutte contre le crime organisé relevant de la DGSN, et dès les premières heures d'audition, la pression devient trop forte. La peur s'installe et celui qui jusque-là évoluait dans l'ombre décide de tout révéler, livrant sans retenue les coulisses du système exposant les pratiques de Zahir Khalef, avec une précision déconcertante décrivant les mécanismes de corruption, les pots de vin, les relations entretenues avec Nassar Gen, ainsi qu'avec de nombreux grossistes, mais aussi les méthodes utilisées pour monnayer les autorisations et manipuler les agréments, permettant à certains opérateurs d'intégrer le circuit très lucratif de la distribution de cigarettes. Un véritable déballage, un témoignage complet qui change la donne, au point que les enquêteurs lui laissent entendre qu'une certaine protection pourrait lui être accordée en échange de sa coopération, une sorte d'accord implicite, où ces révélations deviendraient sa monnaie d'échange et de fait, contrairement à d'autres figures impliquées dans le scandale de la ST-AEM, Yacoub Mohamed échappe à l'incarcération et retrouve la liberté après sa garde à vue mieux. Encore selon plusieurs sources, il aurait maintenu des relations étroites avec certains responsables de cette même structure sécuritaire à Cheraga, allant jusqu'à entretenir ces liens par des attentions régulières, des cadeaux et même des enveloppes, afin de préserver cette immunité de fait qui lui aurait été accordée en échange de sa collaboration. Et c'est également lors de ces déclarations qu'il met en lumière le rôle d'Ali Bakari, en expliquant comment ce dernier lié indirectement à la famille de Madame Tebboune, par un enchevêtrement de relations familiales remontant à Adrar, a su exploiter cette proximité en se rapprochant d'un conseiller influent de la présidence, chargé notamment des distinctions et décorations au palais d'El Mouradia, se présentant habilement comme un membre de la famille pour accéder à des opportunités qu'il n'aurait probablement jamais obtenues autrement. Il faut comprendre une chose essentielle pour saisir toute la logique de cette affaire en Algérie. Parfois, un simple lien, même lointain, même presque imaginaire, avec un cercle proche du pouvoir suffit à ouvrir des portes, et dès qu'un individu peut se revendiquer de près ou de très loin lié à la famille, d'un haut responsable, qu'il s'agisse d'un chef militaire ou du président lui-même, ce lien devient aussitôt un levier, un outil que certains n'hésitent pas à exploiter pour intervenir, influencer, obtenir des passe-droits et transformer cette proximité en opportunité lucrative. Une pratique qui, avec le temps, s'est presque installée comme une norme informelle, où la parenté réelle ou exagérée devient un raccourci vers l'enrichissement légal ou non, et c'est précisément cette logique qui a guidé Ali Bakari, animé par une volonté évidente de réussite rapide, à se rapprocher d'un conseiller influent au sein de la présidence, lequel, convaincu d'avoir affaire à un membre direct du cercle de Madame Tebboune, une figure dont l'influence sur le chef de l'État est bien connue, a immédiatement perçu l'intérêt de cette relation, peu importe la précision réelle du lien familial. Car dans ce type de contexte, la nuance importe peu, il suffit d'être associé même indirectement pour être considéré comme un proche, et ce conseiller a donc choisi de miser sur cette connexion. Supposé se disant qu'en rendant service à Bakari, il pourrait en retour bénéficier d'un soutien précieux, obtenir une recommandation favorable, et ainsi renforcer sa position au sein du palais, espérant gravir les échelons et accéder à des fonctions plus prestigieuses. C'est dans cette logique d'intérêt mutuel qu'il a facilité la rencontre entre Ali Bakari et Zahir Khalef, en présentant ce dernier comme un membre de la famille Tebboune, ouvrant ainsi la voie à une collaboration qui n'aurait probablement jamais vu le jour sans cette mise en relation stratégique. Pour Zahir Khalef, cette opportunité tombe presque comme une bénédiction inespérée, lui qui, en coulisses, se savait déjà fragilisé par des enquêtes judiciaires et sécuritaires de plus en plus insistantes. Depuis 2022, même s'il bénéficiait encore de la protection de Nassar, son allié de longue date, celui qui jusque dans les derniers instants continuait à le couvrir, mais dans son esprit, l'arrivée d'Ali Bakari représentait bien plus qu'un simple partenariat commercial. C'était une porte d'entrée vers les cercles les plus influents du pouvoir, une occasion rêvée de se rapprocher de Madame Tebboune et de son entourage, voire de ses fils, avec l'espoir, à peine dissimulé, de sécuriser une forme de protection en tissant des liens d'intérêt, quitte à monnayer cette proximité pour gagner leur confiance et s'assurer un appui solide et sans perdre de temps.
Khalef saisit l'occasion, reçoit Bakary dans son bureau en présence du conseiller présidentiel qui a servi d'intermédiaire et lui ouvre grand les portes du système facilitant son intégration dans le réseau de distribution de la STAEM au sein même de la structure de Last Time où Bakary obtient rapidement les autorisations nécessaires pour devenir grossiste et distributeur, un positionnement stratégique dans un secteur où la demande est massive car le marché du tabac en Algérie dépasse les 3 milliards de dollars portés par une population comptant entre 13 et 14 millions de fumeurs, dont plusieurs millions de consommateurs réguliers, ce qui est en fait une véritable mine d'or, un commerce qui se vend presque tout seul sans effort marketing, d'autant que les prix restent nettement plus accessibles que dans de nombreux autres pays, notamment en Europe, et dans ce contexte, il n'a fallu que peu de temps pour que Bakary s'impose et commence à accumuler les gains, illustrant parfaitement comment un simple lien familial, même indirect, peut propulser quelqu'un au cœur d'un business extrêmement lucratif. Mais pendant que certains profitaient de cette mécanique bien huilée, une autre figure influente évoluait en parallèle, discrète mais incontournable, celle de Khaled Asla, fils de Lila Asla, présidente de la Cour constitutionnelle, une femme au sommet de l'appareil institutionnel malgré son âge avancé et dont le rôle au sein de la STAEM n'avait rien d'anodin puisqu'il occupait une position stratégique en tant qu'assistant du directeur général en charge du développement commercial, un poste clé qui lui permettait de contrôler des leviers essentiels du marché. Et comme nous l'avions déjà révélé dans notre émission du 16 octobre 2025, il avait étonnamment échappé aux conséquences judiciaires malgré son implication directe dans les affaires internes de l'entreprise, ce qui lui avait valu cette réputation d'avoir été miraculeusement sauvé. Et pour cause, il se trouvait au cœur même du système véritable bras droit de Zahir Khalef, en interaction constante avec l'ensemble des acteurs du secteur, puisque tous les grossistes, distributeurs et revendeurs cherchant à tirer profit des avantages parfois douteux offerts par Last Time devaient inévitablement passer par lui, son rôle ne se limitant pas à un simple titre administratif, mais s'étendant à la sélection des partenaires commerciaux, à l'organisation de la distribution, à la supervision des ventes, et même à la gestion de la facturation, ce qui faisait de lui un maillon central, voire indispensable dans toute la chaîne d'approvisionnement et de commercialisation des cigarettes. Autant dire que son implication ne faisait guère de doute, il était plongé jusqu'au cou dans cette affaire, et pourtant scène étonnante, ou peut-être pas tant que ça, alors qu'une douzaine de hauts responsables de Last Time étaient arrêtés puis incarcérés, lui, le fils de Lila Asla, passait entre les mailles du filet comme s'il bénéficiait d'un traitement à part. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que le dossier avait déjà été instruit en coulisses au moment où le scandale éclate publiquement en octobre 2025, une chute qui coïncide avec celle de Nassar Jane, mais qui ne s'explique pas uniquement par son éviction, car Zahir Khalef, son allié de toujours, avait déjà commencé à anticiper le retournement de situation allant jusqu'à se désolidariser de lui dès les premières secousses entre septembre et début octobre, en déposant plainte contre celui qui l'accusait soudainement de pression de chantage et même d'extorsion, tentant ainsi de justifier les arrangements douteux et les circuits opaques qu'il partageait au sein de la STAEM, alors qu'en réalité cette accusation relevait davantage d'une stratégie de survie que d'un véritable conflit, car Khalef n'était pas une victime, mais bien un partenaire actif de ce système, sauf que lorsque le vent tourne et que le protecteur chute, chacun cherche à sauver sa peau, et c'est précisément dans ce climat tendu que l'affaire de la mafia des cigarettes prend une tournure explosive, notamment lorsque Madame Tebboune est directement interpellée à la rentrée 2025, alertée par des proches issus de sa région. D'origine à Adrar, qui n'hésite pas à lui reprocher avec une certaine amertume d'avoir prétendument favorisé Ali Bakary, ce parent, par alliance en lui ouvrant les portes d'un marché extrêmement lucratif, tout en laissant de côté d'autres membres de la famille qui, eux aussi, espéraient bénéficier d'un coup de pouce similaire, révélant ainsi à quel point cette affaire dépassait le simple cadre économique pour toucher à des attentes familiales, voire à des frustrations profondément ancrées. Pendant que certains profitaient visiblement d'un coup de pouce inattendu, le reste de la famille, qu'il s'agisse des proches ou des membres de la belle famille, n'avait reçu ni soutien ni intervention pour accéder à des opportunités similaires, ce qui a rapidement suscité incompréhension et frustration, et lorsque Madame Tebboune a été directement interpellée à ce sujet, sa réaction a été immédiate, stupéfaite, presque incrédule. Elle ne saisit pas de quoi il est question et demande des explications avant de découvrir au fil des détails qui lui sont rapportés
qu'Ali Bakari aurait obtenu des autorisations pour devenir grossiste dans le secteur du tabac, qu'il aurait de ses entrées auprès d'un conseiller influent de la présidence et qu'il bénéficierait même de facilités accordées par les dirigeants de Last Time, lui permettant de prospérer dans un commerce particulièrement lucratif, une révélation qui la laisse à la fois déconcertée et profondément agacée. Et face à cette situation, elle décide de réagir sans attendre en se tournant vers son mari, lui exposant avec fermeté l'ampleur du problème, dénonçant l'utilisation abusive de leur nom et de leur image dans des activités commerciales sensibles qu'elle qualifie elle-même de choquantes et inacceptables, en précisant qu'un individu au sein même de la présidence aurait agi en faveur du beau-frère de son frère, en laissant croire qu'elle était à l'origine de cette démarche, comme si elle avait personnellement appuyé ou cautionné l'obtention de ces privilèges auprès de partenaires étrangers, alors même qu'elle affirme n'avoir jamais été informée de cette affaire, ni impliquée de près ou de loin dans ses manœuvres. Qu'on soit clair, il ne s'agit ni de défendre qui que ce soit, ni de prendre parti, d'autant plus que je n'ai aucun lien personnel avec les personnes concernées. Mon rôle se limite à exposer les faits tels qu'ils apparaissent sans filtre, ni agenda caché, même lorsque certaines informations peuvent sembler favoriser un acteur plutôt qu'un autre. Car l'objectif reste la rigueur et l'honnêteté, loin de toute logique de clan ou d'intérêt. Et dans ce cas précis, rien n'indique que Mme Tebboune ait été informée des agissements du beau-frère de son frère, lequel aurait exploité cette proximité familiale avec l'appui discret d'un conseiller présidentiel pour développer ses activités. Une situation qui, lorsqu'elle parvient jusqu'au président Tebboune, déclenche une réaction immédiate et particulièrement vive, car au-delà de la question d'image, il se retrouve face à une contradiction stratégique majeure, lui qui cherche à réduire l'influence des investisseurs émiratis dans le secteur du tabac, découvre qu'un membre indirect de sa propre famille s'insère dans ce même circuit en capitalisant sur son nom, ce qui provoque une colère mêlée d'inquiétude, le poussant à exiger l'ouverture rapide d'une enquête, une décision transmise sans délai à son directeur de cabinet Boualem, chargé de mobiliser la DGSI pour intervenir avec fermeté, et c'est ainsi que les événements s'enchaînent à grande vitesse. Zahir Khalef est interpellé, placé en détention, puis jugé dans un délai relativement court, même si les détails restent peu visibles du grand public, puisque le procès s'est tenu à Koléa dans une discrétion presque totale aux alentours de février 2026.